Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette émission spéciale. Fini les vacances gouvernementales, l'exécutif reprend du service et s'attaque déjà au gros dossier de la nation. Sans tambour ni trompette, quelques décisions ont été déjà prises dans le dernier Conseil des ministres et sur cette émission spéciale, nous reviendrons sur quelques-unes de ces décisions avec notre invité, bien évidemment. L'autre sujet qui nous intéresse est l'affaire Steve Amoussou. Le gouvernement n'en a encore rien dit jusqu'à présent. Est-ce à décès? C'est peut-être le moment, avec notre invité, s'il accepte bien sûr d'en dire un mot. Et puis nous avons d'autres questions également que nous allons aborder avec le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement. Vous l'avez compris, c'est lui notre invité de cette émission spéciale, M. Wilfried Ndongbedji. Bonjour. Bonjour, M. Abalo. Bienvenue sur notre plateau. C'est moi. Je vais conduire cette émission avec mon confrère William Aguiar de la Télévision nationale. William, bonjour. Bonjour donc là. Bonjour Wilfried Ndongbedji. M. Aguiar, bonjour. Commençons tout de suite par la rentrée. Elle est à nos portes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tout est fin prêt pour une rentrée sans quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on aura une rentrée sans les soucis d'enseignants, sans les soucis d'infrastructures scolaires? Je vous remercie, M. Aguiar. Vous savez que depuis quelques années maintenant, il y a des efforts intensifs qui sont accomplis par le gouvernement, par le corps enseignant, mais aussi par les parents d'élèves, pour nous permettre d'avoir des années scolaires qui se déroulent très bien, du début à la fin, sans accroc majeur. Et je crois que la rentrée scolaire 2024-2025 ne va pas déroger à cette règle, en ce que les dispositions pratiques que nous avons l'habitude de prendre en amont l'ont été. Il y a eu, et tout récemment, une session d'échange entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour faire le point des préparatifs justement, s'assurer que la machine est bien huilée, que tout est en place. Et s'il y avait encore des points d'optimisation à prendre en compte, le faire dans les jours qui nous séparent du 16 septembre, afin que, comme les années d'avant, cette rentrée, elle se déroule bien. Elle se déroule bien veut dire que les moyens financiers que l'État a l'habitude de mettre à la disposition des écoles sont mis à disposition. Cela veut dire qu'au plan logistique, nous avons veillé à ce que les salles de classe soient disponibles. Il y a eu un vaste programme de construction de salles de classe ces dernières années, autour de 6 000 dans le primaire, 2 000 dans le secondaire, pour que les besoins soient résorbés au fur et à mesure. Je n'ai pas idée de ce qui était en cours, si c'est achevé déjà avant cette rentrée, mais je suis convaincu qu'il y a eu des avancées. Une partie doit être achevée, ce qui ne l'est pas encore le sera. Et puis, du point de vue de la disponibilité du personnel enseignant, il y a ceux qui sont déjà là. Nous avons fait le point un peu avant la trêve gouvernementale, au moins pour ce qui concerne le secondaire, et nous avions décidé d'ouvrir à nouveau la base de données pour recruter des AME, les aspirants au métier d'enseignant, 476 de mémoire, parce que c'est ce que l'état des lieux a révélé comme besoin pour la rentrée qui arrive. Et cela a été fait. Donc nous estimons que, à date, toutes les dispositions sont prises pour que nos enfants, les parents, puissent avoir une bonne année scolaire et le gouvernement veillera tout au long à faire ce que de devoir afin qu'il n'y ait pas d'accroc majeur. Mais en termes d'infrastructure, M. Wilfried Ndongbedji, vous avez parlé notamment du primaire et du secondaire. Il est fait au gouvernement le reproche de n'avoir pas du tout investi dans la construction d'amphithéâtres au supérieur, par exemple. C'est un reproche qui peut être fondé, même s'il paraît excessif. Nous n'avons pas, c'est vrai, fait les mêmes efforts qu'au primaire et au secondaire. Mais ça n'est pas que nous avons décidé d'abandonner le supérieur. Vous savez très bien que par ailleurs, nous avons fait d'autres interventions dans le supérieur pour réorganiser, réformer la gestion, faire en sorte que nos entités soient mieux gouvernées et que les étudiants aient des cours qui se déroulent également bien. Et puis après, la prochaine phase, effectivement, c'est de mettre un peu plus le curseur sur ce qui concerne la logistique en termes de bâtiments, de transport, mais aussi les services sociaux que nous délivrons à la communauté estudiantine. Et tout cela est programmé pour être pris en compte. Donc je vous concède que oui, on n'a pas fait les mêmes efforts sur les années écoulées au supérieur
comme au primaire et au secondaire, mais c'est une question de temps, cela va être adressé. Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, parlant justement des AME, il y a eu récemment des mesures incitatives à leur endroit, comme par exemple l'exonération des frais de scolarité pour leurs enfants. Quelles sont les autres mesures qui ont été prises et à quand justement leur revêtement dans la fonction publique? C'est ce qui les préoccupe le plus ces temps-ci. Vous voulez parler des mesures que nous avons prises, me semble-t-il, le 18 mars 2024. Avant même d'aller en vacances. Le 18 mars 2024. Certaines de ces mesures étaient d'application immédiate, comme par exemple la prime de 20 000 francs qui était venue s'ajouter, et c'était pour compter du mois de mars même déjà. En ce qui concerne les mesures comme les congés pour les femmes, en état de grossesse, c'était également d'application immédiate. Ce qui était attendu particulièrement pour cette rentrée-ci, c'est l'effectivité de l'exonération des frais de scolarité pour les enfants du personnel AME. Et je peux vous certifier que, conformément à la décision qui a été prise par le gouvernement, pour compter de cette rentrée, aucun enfant d'AME n'aura à payer de contribution scolaire. C'est décidé. Par rapport à leur reversement, la grosse question, c'est un engagement du gouvernement et nous avons pris le temps de l'expliquer à nos amis AME pour qu'ils sachent qu'un travail assidu se fait à cet effet. Nous avons expliqué, sans langue de bois, que oui, la décision a été prise, mais si nous avions dès le lendemain opérationnalisé en reversant tout le monde, plus de 30 000 d'un seul coup, vous voyez ce que cela représente sur le budget national et en particulier sur la masse salariale. De façon responsable, nous avons dit oui, l'annonce a été faite, mais il nous appartient maintenant de voir comment on opérationnalise afin que, en même temps qu'on règle les problèmes des AME, qu'on n'en crée pas à d'autres corps et qu'on n'en crée pas au pays dans l'ensemble. Donc, ça va faire l'objet d'une programmation et peut-être que dans les jours qui arrivent, le comité qui travaille va faire un point au chef de l'État et au gouvernement et qu'on aura une idée de la formule qui aura été proposée. Dans tous les cas, une fois que cette formule est présentée au gouvernement et retenue, vous en serez informés, la communauté béninoise également, et en particulier nos amis AME. Vous voulez dire que les AME peuvent espérer, d'ici quelques temps, trouver solution à leurs problèmes? De toutes les façons, c'est un engagement. Et donc, moi, je crois qu'il n'y a aucune raison pour laquelle ils n'auraient pas à espérer. Il y a certains qui pensent que bon, c'est un engagement qui va nous amener certainement dans la période électorale et que ça pourrait être un engagement, une promesse électorale. Non, pourquoi? L'engagement a été pris hors toute période électorale. Vous nous êtes témoins quand même. Et vous savez maintenant que au moins le président Patrice Talon, il ne fait pas les choses en pensant aux élections qui arrivent. Et encore, 2026, il n'est pas sur le bulletin de vote. Il n'est pas sur le bulletin de vote. Pour le moment, on n'en sait rien. Donc vous le savez très bien, M. Abalo. Il y a des rumeurs. Et tous les Béninois le savent. S'il y a des rumeurs encore qui laissent croire que le président Talon serait sur le bulletin de vote en 2026. Mais il y a des rumeurs qui laissent croire qu'il serait intéressé par un troisième mandat. Intéressé. Après toutes les assurances qu'il vous a données, après tous les gages de sa bonne foi qu'il vous a montré, malgré, je vais dire, les garde-fous dans la Constitution, par quelle alchimie? Oui, vous savez que... Par quelle alchimie? Une nouvelle révision, pourquoi pas? Dans une assemblée où vous avez l'opposition qui a en plus une minorité de blocage. Or, il a disposé d'une assemblée qui lui était acquise à 100% et il n'a pas fait ça. Et aujourd'hui, il va décider de le faire, sachant qu'il y a une opposition dont l'accompagnement serait indispensable pour le faire. Donc, je crois que, pour nous en tout cas, ce sujet-là, c'est un sujet qui est derrière nous, quoi. Parce qu'il n'existe même pas. Franchement, il n'existe pas. Donc, si nos amis... ils n'ont pas de sujet plus sérieux, il faudrait peut-être leur en trouver. Monsieur le porte-parole, revenons à l'actualité, au sujet dont on parlait, la rentrée scolaire. Parlons des cantines scolaires. Alors, quelles sont les innovations de cette année? Bien, les cantines scolaires, ce que je peux vous dire là, c'est que le lundi 16 septembre, comme sur au moins les 3 années écoulées, au premier jour de la rentrée, les cantines scolaires seront fonctionnelles. Pour au moins le 1 300 000 enfants que nous avons couverts l'année dernière et sans doute quelques milliers de plus pour compter de cette rentrée. Ce qui va changer fondamentalement, c'est que notre partenariat avec le Programme alimentaire mondial a pris fin, vous le savez,
Et ce programme nous a permis, tout en mettant les moyens à sa disposition, de structurer la façon dont nous organisons notre modèle de cantine scolaire. Et aujourd'hui, nous avons l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition qui prend le relais du PAM dans la gestion opérationnelle des cantines scolaires et qui d'ailleurs, à travers son directeur général, a fait le tour de quelques circonscriptions scolaires déjà pour s'assurer que le dispositif est en place, que les vivres sont déjà positionnés afin qu'au premier jour de la rentrée, aucun enfant ne se décourage parce qu'à midi, il n'aurait pas eu à manger et que rentrer chez lui ne revienne plus. Donc l'ANAM sera désormais la cheville ouvrière, mais le modèle il restera le même pour que les enfants ils aient un repas chaud chaque jour quand ils vont à l'école. Et la qualité des repas, est-ce que vous êtes regardant sur ça? Bien entendu. Vous savez, ce sont les enfants. Ouais. Et personne n'admettrait qu'on ne veille pas à cela. Je vais vous faire une révélation. Allez-y. Monsieur Abalo, vous savez qu'au Prytanée militaire de Bembereke, au lycée militaire des jeunes filles de Natitingou, vous savez que ce sont vraiment les tout-petits qui arrivent quand ils ont eu leur CEP. Ouais. Et depuis quelques années, en regardant la pratique, le président Talon a dit, ces enfants-là, qui sortent parmi les tout meilleurs du pays, vous ne pouvez pas les mettre dans des conditions pas agréables. Donc, je peux vous dire que depuis quelques années, ces enfants, ils ont un repas, mais livré par un service traiteur. À la demande du président de la République, c'est le service traiteur. Donc, on a externalisé ce service pour que les enfants aient un repas de qualité. Ils sont quelques milliers. Ça a un coût. Ça a un coût. Et donc, si on pouvait faire la même chose pour 1 300 000, 1 500 000 autres enfants béninois, on le ferait de gaieté de cœur. Mais ce n'est pas le même schéma. Et c'est ça qui fait qu'on veille à ce que, quoique ici il s'agisse d'un nombre important d'enfants, que la qualité soit de mise. Et on peut travailler à améliorer au fil du temps. D'ailleurs, moi je ne vous cache rien, hein. Il arrive que le président de la République demande parfois de lui servir le menu que les enfants mangent. Et il mange ça lui-même. Parfois, pour qu'il s'assure. Et il n'y a pas de jour. Une fois le trimestre, peut-être il va dire, bon, parce qu'il y a une équipe qui fait le tour régulièrement en cours d'année pour s'assurer que tout va bien. Donc, il va leur dire un jour, ils s'en vont, ou bien ils sont sur le terrain, prenez-moi la ration du jour et vous amenez. Et ils regardent pour s'assurer que globalement ça va. Après, on peut améliorer et on veille à ce que tout ce qu'on peut faire pour que les enfants soient dans de bonnes conditions, ça le soit. Parlons de l'enseignement secondaire et professionnel. Qu'est-ce qui est fait dans ce secteur? On constate une certaine ruée vers l'enseignement secondaire, l'enseignement technique et professionnel. Qu'est-ce qui est fait pour soutenir ce secteur aujourd'hui? Mais c'est de bon augure si vous notez une certaine ruée, parce que nous avons dit que nous voulons changer les paradigmes dans ce secteur pour faire en sorte qu'à terme, nous ayons 70% de nos apprenants qui sortent du secteur enseignement technique, formation professionnelle et 30% pour l'enseignement en général. Et vous savez que nous avons une dynamique qui est en cours dans ce secteur. Si vous me dites que vous observez une ruée, moi, je suis tout heureux parce que je dirais, avant même que les lycées techniques agricoles, les écoles de métiers est ouvert, il y a déjà l'acceptation de la population qui comprend la logique que nous défendons. Les lycées, il y a eu les appels d'offres qui ont été lancés. Je crois savoir que c'est une question de semaine pour que les sites soient remis aux adjudicataires parce que les processus ont été conduits pour une partie déjà de ces lycées-là. Donc, notre dynamique sera maintenue pour que, à échéance, les lycées soient ouverts et que là, maintenant, il y ait davantage de possibilités d'accueillir tous ceux qui voudraient aller dans le secteur enseignement technique et formation professionnelle et qui, aujourd'hui, n'y arrivent pas encore, avec les mesures incitatives qui vont avec. Là où il faut des bourses, là où il faut des demi-bourses, là où il faut de l'accompagnement, tout cela a été prévu par le gouvernement. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une question de débouché, M. Wilfried Ngoubedi? À quoi ça sert de former à l'enseignement technique et professionnel si sur le marché de l'emploi, il n'y a pas de débouché réellement pour consommer la masse d'apprenants qu'on libère? Déjà, la perspective, c'est de faire en sorte que, au contraire de ce que nous observons aujourd'hui, où la plupart d'entre nous qui avons été à l'école, la plupart de nos jeunes frères, ils vont dans l'enseignement général et à la fin, ils n'ont pas de réel débouché ou quand ils en ont, ils sont sous-employés. Donc, ils sont payés pour moins que le diplôme qu'ils ont. Mais nous avons fait un inventaire
pour voir aussi quels sont les besoins du marché, quels sont les secteurs, les filières qui sont en train d'émerger et où un besoin spécifique de main-d'œuvre pointue peut se faire sentir. Et nous avons retenu, en dehors de l'agriculture, nous avons le secteur des infrastructures, de l'automobile, par exemple, le numérique, par exemple, l'eau. Donc, vous voyez qu'on a adressé certains secteurs, on n'a pas fait au pif, parce qu'on sait qu'il y a de la demande et que, chemin faisant, ces personnes qui vont sortir de ces centres de formation auront les capacités nécessaires, soit pour postuler des emplois qui seraient ouverts, soit pour se prendre eux-mêmes en charge, s'installer à leur compte et devenir des prestataires pour l'administration publique ou pour l'administration privée. Merci. Alors, on va s'intéresser peut-être pour boucler ce chapitre-là aux enfants qui sont, aux élèves qui sont dans les zones qui sont menacées par les individus non identifiés. Alors, comment est-ce que pour les terroristes, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour garantir la sécurité dans ces régions-là? Mais déjà, il ne vous a pas échappé que sur les années écoulées, on a déroulé normalement le programme sur tout le territoire national et que les enfants de toutes les régions, de toutes les communes de notre pays ont pu finir leur année. Ça veut dire que nous n'avons pas attendu cette année pour prendre les mesures qu'il faut. Et comme ces mesures ont marché, les mêmes mesures seront observées avec évidemment davantage de vigilance parce que nous savons qu'en face, comme nous n'avons pas un ennemi dont le visage est connu, et dont les méthodes sont asymétriques par rapport à celles conventionnelles, il nous appartient de redoubler d'ardeur, de mettre davantage de moyens à la disposition de nos forces de défense et de sécurité, d'obtenir davantage de collaboration de la part des populations et de faire en sorte que tous ces moyens étant débloqués, les acteurs jouent, chacun en ce qui le concerne, le rôle qui est le sien, la partition qui lui appartient afin que le pays reste sécure et sauf sur toute son étendue. D'accord. Alors, Wilfried Atroubedi, William, si vous le permettez, vous vous êtes intéressé, le Conseil des ministres s'est intéressé également au sujet de la chefferie traditionnelle. Le gouvernement entend mieux organiser ce secteur-là. Quel est l'état des lieux? Quel est le constat qui amène le gouvernement à introduire à l'Assemblée nationale un projet de loi dans ce sens? Bien, M. Ballot, le constat, nous le connaissons tous. Ben, nous l'avons. Il ne serait pas superflu de le rappeler. Tout à fait, nous le connaissons tous. Nous l'avons déploré au cours des années écoulées, à savoir qu'il était apparu comme une filière de la chefferie traditionnelle chez nous, où les grands royaumes du Bénin que vous et moi avons appris à l'école, vous aussi, M. Aguia, on se surprend un matin à découvrir qu'un autre royaume est apparu ici, dont personne n'avait jamais entendu parler, et que les chefferies, les dignitaires se multipliaient ici et là. En dehors de ce qui est familial ou qui appartient à une collectivité, dès lors que ça s'étend sur une certaine superficie, pour intégrer plus de monde, on s'étonne parce qu'il y avait une telle prolifération. Mais face à ça, il fallait une réponse étatique. Cela demande beaucoup de courage. Et c'est peut-être pour ça qu'avant, ça n'a pas été fait. Donc, la question a été adressée. Et comment procéder pour qu'à l'arrivée, cela se fasse sur des bases objectives, je veux dire au moins scientifiques, afin qu'il n'y ait pas de contestation. Le comité pluridisciplinaire que le chef de l'État a missionné a travaillé pendant pratiquement 2 ans, c'est dire les difficultés ou les spécificités, le souci du détail pour qu'à l'arrivée, le rapport satisfasse tout le monde. Donc, ce comité, il a déposé son rapport au chef de l'État, qui a permis de faire l'état des lieux à date, pour savoir ce que nous avons comme royaume, ce que nous avons comme chef traditionnel, ce que nous avons comme chef coutumier. Et donc, à partir de cet état des lieux, qui est consigné dans le rapport, consigné dans le projet de loi, vous serez d'avis avec moi que demain, après-demain, on n'admettrait plus qu'un autre royaume surgisse là, un chef coutumier apparaisse ici pour dire que mes ancêtres avaient déjà érigé ceci ou cela, parce que maintenant, ça repose sur une loi. Donc, on met de l'ordre et on rassure les acteurs de la chefferie traditionnelle eux-mêmes. Après déjà l'assurance qu'ils ont eue à travers la constitutionnalisation de leur entité, la loi, puisque la Constitution a prévu que l'État reconnaît la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes, dans les conditions définies par la loi.
Donc la loi vient maintenant faire les précisions qu'il faut et à partir de ce moment, la Chambre nationale de la chefferie traditionnelle sera instituée. Ils pourront prendre en charge la gestion de leurs problématiques et participer plus activement à l'animation de la vie nationale. Vous voulez dire que des royaumes vont disparaître? Je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y a un état des lieux. Donc l'état des lieux consigne l'existant. Donc je vous dis sans vous le dire que peut-être qu'on partira maintenant, c'est comme si on faisait tabula rasa, pour dire que l'existant, c'est ce qui, on considère que c'est ce qui existe, c'est ce qui a toujours été. Donc on ne part pas sur la perspective de dire que tel ou tel disparaîtrait parce que ce serait entraîner des problèmes sociaux parfois incommensurables. Donc, il y a ce rapport qui fait le point de l'existant. Mais dans les localités où il y a plusieurs rois... Si vous avez été attentif au compte-rendu du Conseil, on a été jusqu'à consigner les règles de dévolution du pouvoir. Donc, là où il y a des conflits, les entités concernées par l'organisation de l'intronisation ou de la succession sauront, à partir des règles habituelles, trancher ces conflits-là pour que les rois légitimes soient installés. Ça rappelle curieusement l'une des premières décisions prises par le gouvernement, notamment sur les chefs-lieux de département et tout le reste. Est-ce que vous ne craignez pas des contestations? Est-ce que tout le monde a été vraiment consulté au point d'avoir une décision consensuelle sur le sujet? Oui. J'ai dit que c'était une commission pluridisciplinaire. Donc, vous voyez, il y avait autant d'historiens, de sociologues que d'intellectuels de tous bords. Ensuite, ça a été une démarche participative parce que cette commission ne pouvait pas rester en vase clos dans un bureau à la présidence ou dans un ministère ou en ville et dire « voilà, on a fait le travail ». Vous imaginez, s'ils ont mis environ 2 ans, c'est qu'ils sont passés partout, ils ont dû discuter avec les acteurs pour... Sinon, comment, par exemple, ils obtiennent les règles de dévolution successorale du pouvoir dans telle ou telle localité dont ils ne sont pas originaires ou dont ils ne sont pas eux-mêmes dignitaires. C'est dire qu'il y a un travail sérieux qui a été fait. Moi, je crois qu'il n'y a pas de risque de contestation. Parce que je viens de vous dire que le rapport a fait le point de l'existant. Et nous, on considère que désormais, cet existant, c'est ce que la carte de la chefferie traditionnelle au Bénin nous donne à consigner. Et que demain, il ne devrait plus y avoir, vous en conviendrez, de nouvelles royautés qui émergent ici ou là et qui pourraient dire « Oh, on m'avait oublié en 2024 alors que j'étais bien là ». Non, un travail exhaustif a été fait et je crois qu'on ne court pas de risque de contestation ou de remise en cause. Est-ce que les rois vont continuer à être salariés de l'État? S'ils vont continuer, ils n'étaient pas On salariés. a pu dire qu'à un moment donné, il y a des rois qui percevaient des émoluments qui étaient entretenus, qui étaient véhiculés. Vous savez très bien. Non, j'ai vu des gestes, j'ai vu des gestes d'acteurs politiques. On en a vu sur la décennie avant le président Talon, et même avec le président Talon, on a vu certains acteurs politiques aller faire des libéralités à tel ou tel roi. Ça ne veut pas dire que l'État finance ou paye les rois. Maintenant que tout cela est organisé, si ça appelle des conséquences, par exemple un appui que l'État doit faire à ces personnes, ce sera défini dans la loi ou dans les actes réglementaires subséquents qui seront pris pour organiser le fonctionnement et l'animation de la vie par ces chefferies traditionnelles. Mais l'État investit quand même dans la construction de palais royaux. On a remarqué un fort investissement, ça et là, par rapport à ça. Il y a même une décision mercredi. Oui, mais ça, vous comprenez bien. Ce n'est pas un salaire pour l'empereur du Baroutem. Si on refait le palais royal de Niki pour sa portée historique et touristique, c'est qu'il y a un enjeu. Avec la reine de la Gani qui va avec. Si on s'occupe du musée à Kabaïdena, c'est parce qu'il y a cette portée historique et touristique que chacun connaît et qui date d'avant 2016. Ça n'est pas la même chose maintenant que demain. Parce qu'on a réorganisé, qu'on a une chambre nationale de la chefferie traditionnelle et qu'on reconnaît que ces personnes, ces acteurs jouent un rôle dans l'animation de la vie nationale, si la communauté béninoise décide, à travers le vote de la loi que l'Assemblée nationale étudiera, décide de leur accorder un certain accompagnement financier ou matériel, ce sera la décision de la communauté béninoise et le gouvernement n'aura pas d'autre choix que de l'appliquer. En tout cas, nous partons sur le principe que cela est possible et nous sommes tout à fait ouverts et favorables à cela.
Alors, Monsieur Wilfried Léa Ongbedi, l'autre sujet d'actualité, c'est bien sûr ce qu'on peut appeler affaire Steve Amoussou, ce compatriote béninois qui a été enlevé notamment dans la capitale togolaise par des individus désormais identifiés grâce à la justice togolaise. Depuis, le gouvernement n'a rien dit, le gouvernement a préféré garder le silence sur le sujet. Le gouvernement était en vacances, c'est la rentrée du gouvernement. Peut-être que c'est l'occasion, monsieur le porte-parole, de vous prononcer officiellement sur ce sujet. Bien, mais même si le gouvernement n'avait pas été en vacances courant le mois d'août, je suis sûr que vous êtes certain que je ne puisse pas vous répondre sur cela parce que ça n'est pas un dossier du gouvernement. Mais c'est rare que vous ne répondiez pas à des questions. C'est un compatriote, oui. C'est un frère, c'est un ami, c'est une connaissance en fonction des rapports divers que les uns et les autres peuvent avoir avec lui. Mais il y a que ce dossier, il est en justice. Nous avons assisté au procès concernant un volet. Donc la justice de notre pays a parlé. Elle est à pied d'œuvre sur le dossier. Il nous appartient, en démocrate, de laisser faire la justice son travail et nous apprécierons. Du reste, pour le premier procès qui s'est déroulé, je n'ai pas noté qu'il y a eu particulièrement de gens insatisfaits de la tenue de ce procès. J'ai noté que notre compatriote qui a comparu était assisté de ses avocats, oui. Que les avocats ont plaidé et obtenu même la condamnation des mises en cause au versement de dommages et intérêts au profit de M. Amoussou. Et donc, je vois que la justice, elle fonctionne, elle fait son travail. Et pourtant, l'avocat, Maître Baparapé, a dit clairement que c'était une parodie de justice. Il a fait une conférence de presse, oui, au cours de laquelle il a dit clairement que ce procès était une parodie de justice. Oh, mon ami Baparapé, pour qui j'ai beaucoup de respect, il le sait, mais il était dans le prétoire. Et je crois que ce jour-là, il devait avoir été le chef de file même des avocats. Ils ont plaidé. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Dans un premier temps, j'ai cru lire qu'ils voulaient que le tribunal se déclarât incompétent pour connaître de l'affaire, mais dans le même temps, il a demandé une condamnation à des dommages et intérêts. Bon, ça veut dire quoi? Si vous avez des dommages et intérêts, c'est que vous êtes allé au fond du dossier, vous l'avez vidé, vous avez situé les responsabilités et les mises en cause ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés et conséquemment, ils sont condamnés à verser des dommages et intérêts. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, je crois que les moyens qu'il a défendus devant la Cour, dans le sens de versement ou de la condamnation à verser des dommages et intérêts, ces moyens ont prospéré. À partir de cet instant, je ne crois pas qu'il soit fondé à parler de parodie de justice. Vous dites que c'est une affaire de justice, Wilfried Léa Ongbedi. Ça peut être également considéré comme une affaire d'État, puisque le procureur de la République du Togo a publié un communiqué où un cadre de l'administration du Bénin a été mis en cause dans ce dossier. Donc cette affaire devient une affaire qui va au-delà de la justice. Monsieur le porte-parole du gouvernement. Monsieur Abalo, j'ai suivi comme vous le communiqué du procureur de la République près le tribunal de Lomé et je m'en suis inquiété et je me demandais est-ce qu'il parle vraiment de mon pays, le Bénin? Est-ce qu'il parle vraiment de monsieur Wanilo Médégan Fagla que je connais? Il l'a cité. J'ai pu m'inquiéter comme vous. Oui. Heureusement, à l'arrivée, j'ai été rassuré lorsque, lisant les comptes rendus de l'audience, je me suis aperçu que M. Amoussou lui-même a déclaré devant la Cour qu'il ne pouvait pas dire avoir vu M. Médégan Fagla à Lomé parmi ceux qui l'ont interpellé. J'ai noté cela. Bien sûr. Et conséquemment, les débats devant la Cour ont permis de mettre hors de cause M. Médégan Wanilo. Est-ce que ce n'était pas ça l'objectif du procès organisé, par exemple? Comment? Parce que beaucoup de Béninois pensent que l'objectif du procès qui a été organisé était de disculper M. Wanilo. Pourquoi? Mais la victime de l'interpellation, vous l'appelez enlèvement ou kidnapping, comme vous voulez, la victime elle-même dit « j'ai reconnu tel et tel ». Il n'était pas cagoulé. Ceux qui ont été reconnus n'étaient pas cagoulés. Mais je ne peux pas vous... Mais je ne peux pas vous dire que j'ai vu M. Médégan Fagla.
lequel Médégan Fagla a comparu devant la justice béninoise en étant inculpé au départ. Il n'était pas là comme témoin. Parce que comme son nom a été cité là-bas, comme les autres, il a comparu comme inculpé, s'il vous plaît. Donc, quelle autre démarche voudriez-vous que notre justice mena dans une circonstance pareille? Chercher à élucider l'affaire, interpeller tous ceux dont les noms étaient cités et qui sont appréhendables. Et donc, à l'arrivée, les débats en présence constante, aussi bien de la victime que de ses conseils, ont permis de mettre hors de cause M. Médégan Wanilo Fagla. Et à partir de cet instant-là, je crois que soit le procureur togolais, il n'a pas eu les bonnes informations, soit ceux qui lui ont donné des informations les ont surfaites, et c'était une façon pour eux peut-être de mettre la pression sur le Bénin au cas où ça aurait été une action commanditée par le Bénin. Parce que voyez-vous, si M. Wanilo Fagla avait été du groupe qui allait interpeller notre compatriote, on pouvait penser, à bon droit, que ça a été une action commanditée par l'État du Bénin. Heureusement, il n'en est rien. Et sinon, vous me demanderiez quel État sommes-nous. Est-ce que ça ne pose pas un problème que des individus aillent interpeller ou enlever un citoyen béninois et le remettre à la justice béninoise et que la justice accepte d'inculper? L'économie de ce dossier, vous et moi, ne la connaissons pas. Il se trouve que l'intéressé est aux mains de la justice. La justice fait son travail. Elle a cherché à élucider les conditions dans lesquelles il a été appréhendé. Elle devait prononcer des décisions au regard des débats qui ont eu lieu. Elle a prononcé cette décision et elle a sanctionné les personnes mises en cause. Je crois que vous ne pouvez pas mieux attendre de la justice d'un pays et en particulier de notre justice dans un contexte comme celui-là. Alors, M. Wilfried Moubedi, il y a quand même un mandat d'arrêt international qui a été délivré contre ces personnes-là par la justice du Togo. Oui. On ne s'attend visiblement pas à ce que le Bénin exécute ce mandat d'arrêt international vu la tournure du procès d'il y a quelques jours. Le Bénin vient de faire un procès aux personnes mises en cause. Celles qui ont été reconnues coupables ont été condamnées, ai-je noté, à des peines de prison fermes et à des amendes. C'est une preuve éloquente de ce que la justice de notre pays a fait son travail sans parti pris, sans compromission. Si un État tiers délivre des mandats d'arrêt et qu'il veut les voir exécutés, il prendra sans doute les mesures pour les faire exécuter et en ce moment-là, en temps et en heure, les positions, les décisions qui seront prises seront prises. Donc le Bénin ne livre pas ses citoyens. Vous êtes un ancien énarque. Je vous pose une question. Monsieur Dokambalo, vous êtes faire exécuter vous êtes un ancien énarque. Vous me l'enseignerez. Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, cette affaire fait grand bruit simplement parce que celui qui semble être ou se cacher derrière ce nom-là, Steve Amoussou, c'est bien, ce serait Onvi que nous connaissons tous ici. Est-ce que c'est pour cela que le gouvernement n'a pas voulu se mêler au dossier? Je vous ai donné la position de principe du gouvernement qui fait que, en l'état, il ne peut pas se mêler au dossier. Mais puisque vous évoquez le fait que M. Amoussou puisse être le frère Onvi que nous connaissons sur les réseaux sociaux. Bon, si c'est lui et qu'il est recherché pour autre motif pouvant justifier qu'il soit dans les liens de la justice, cela peut se comprendre. Maintenant, on peut s'interroger, vous et moi, et l'opinion avec nous, on peut s'interroger, puisqu'on évoque le sujet, on peut s'interroger sur... Est-ce que cette chronique dérangeait véritablement? Ah, bien, venons-en. On peut s'interroger sur, justement, le contenu de ces chroniques. J'ai lu, j'ai entendu parfois, c'est une question de liberté d'expression. Mais, chers amis, vous de la presse, et vous serez les premiers à le dire, la liberté d'expression, c'est le droit de dire ce qu'on veut, c'est le droit d'écrire et d'alléguer ce qu'on veut, mais c'est le devoir de prouver quand il faut prouver, sinon d'en assumer les conséquences.
un journaliste, un acteur de la société civile qui prend des positions, qui fait des déclarations et qui de bonne foi se trompe, on peut comprendre qu'il s'est trompé en exerçant sa liberté d'expression. Mais ici, le frère Ounvi, je ne sais pas si c'est lui, M. Amoussou, mais le frère Ounvi, puisqu'on en parle, chacun de nous a eu le temps de voir que ce n'était ni un journaliste, ni un acteur de la société civile, mais que c'était plutôt ce que moi j'appellerais un activiste politique, qui dès lors n'exerce pas seulement ou n'exerce plus une liberté d'expression, s'emploie plutôt en tant qu'activiste politique à remplir un contrat que son bord politique lui assigne, c'est-à-dire démontrer, soutenir que ceux qui sont en place et qu'ils considèrent comme des adversaires politiques ne font rien de bon et qu'ils ne sont pas qualifiés pour être là. Autrement, chers amis, si vous considérez, vous, que toutes les infamies, toutes les allégations mensongères, grossières, toutes les insanités qu'on a pu entendre sur telle ou telle personne, telle ou telle personnalité, si vous considérez que cela, c'est de la liberté d'expression, si nos compatriotes considèrent que c'est de la liberté d'expression, moi je voudrais vous inviter et inviter nos compatriotes à se mettre à la place des personnes qui ont fait l'objet de ces chroniques-là. Je ne parle pas de critiques. Oui. Moi, les critiques, et vous m'êtes témoin, je suis le premier à défendre la liberté d'expression. Je suis le premier à vouloir que l'on critique. J'ai quand même eu un passé professionnel qui milite en ma faveur. Et pour ce que moi, j'ai exercé comme journalisme, je ne peux pas empêcher quelqu'un d'autre d'exprimer des critiques. Mais on parle de critiques. Et là, la liberté d'expression, elle joue totalement. Vous ne vous contentez pas de critiquer. Et là, on parle d'injures publiques. On parle de calomnie et de tout ce que vous voulez parce que les mots, ils ont un sens. Et tout ce qui a été énuméré contre les uns et les autres, en ce qui me concerne personnellement, parce que, oui, j'ai été passé au crible de cette calomnie. Moi, je passe l'éponge. Je passe l'éponge. Mais il y a des gens, et pas des moindres. Regardez le professeur Dorothée Sosa, ce qu'on en a dit. Le professeur Diogbenou, feu Roger Gbeyonvi, feu, et il était déjà décédé hein, quand il a subi cela. Le président de la République et divers autres acteurs. Y a-t-il eu des dont le seul tort est d'être Patrice Talon ou d'être soutien de Patrice Talon. Et paradoxalement, tous ceux qui ont une position autre que celle de soutien ou d'acteur de la politique autour du président Patrice Talon, eux, ils sont des anges. Donc, il avait une approche manichéenne, faisant du président Patrice Talon et de tous ceux qui le soutiennent, les démons, les diables qui n'ont jamais rien fait de bon, pendant que les autres, qu'on a vu par le passé ou qu'on n'a pas encore vu, étaient tous des anges. Et là, on est sorti totalement, me semble-t-il, du cadre de l'exercice de la liberté d'expression. Du reste, si on considère toujours que c'est la liberté d'expression, maintenant qu'on l'a exercée et que le moment viendrait d'assumer ses propos, ben, il faut pouvoir les prouver. Est-ce que dans ce dossier, il y a eu des plaintes? Ce n'est pas à moi de vous dire. Demandez à la justice. Parce que c'est la justice qui vient de condamner les gens qui l'ont amené à Cotonou d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas? Oui. C'est la même justice qui continue à le garder. Donc, elle doit avoir des raisons. Vous demanderez à la justice pourquoi il est gardé. Et certainement qu'elle vous dira, oui, on avait des éléments contre lui, on avait des plaintes. Si c'est le cas, je suis convaincu que le déroulement du procès permettra là aussi à chacun de se faire une idée. Mais il est gardé, vous l'avez dit, mais les avocats, notamment Maître Parapé, je le cite toujours, qui forment l'opinion que M. Steve Amoussou ne reconnaîtrait pas être en vie. Ouais, moi tout à l'heure, j'ai parlé au conditionnel. Et donc nous avons émis une hypothèse que M. Aguia a énoncée et autour de laquelle nous avons développé. Mais il m'a semblé, vous avez dit que nous étions en vacances, oui. Il m'a semblé que les premiers qui ont dit que c'est M. Ounvi, que je ne connaissais pas, dont je n'ai jamais vu le visage, ce sont encore ses amis. Certains acteurs politiques que nous connaissons, M. Baparapé lui-même, nos amis les démocrates, M. Rodriguez, les tout premiers à dire
c'est frère Oumvi qui a été pris, dont personne ne connaissait le visage. Et les mêmes quelques temps après, peut-être en se rendant compte de la gravité maintenant de ce qu'ils lui ont fait faire ou de ce qu'il a fait, viennent vous dire, ça n'est pas lui, donc en essayant ainsi de le soustraire aux responsabilités qui devraient être les siennes, si c'est bien lui, le frère Oumvi, afin qu'il apporte les preuves de ces allégations. Et c'est comme ça que la démocratie fonctionne. C'est comme cela que le sens de responsabilité. Et quand on est sans peur et sans reproche, on ne se cache pas. Moi, je vous ai dit, et M. Abalo, vous pouvez témoigner, M. Aguia, je reconnais que moi, j'ai été un journaliste critique. Et c'est pour ça que je reconnais à chacun le droit de l'être. Mais moi, quand je le faisais comme journaliste, je parle de critique. J'ai fait mon travail déjà découvert. Ça m'a valu 2 ans de garage. Je suis resté au garage. Pendant que j'étais au garage, un pays étranger représenté chez nous m'a proposé le visa pour partir du pays et j'ai dit non. Je suis à Cotonou, je reste à Cotonou, je fais mon travail et je suis prêt à en répondre à tout moment. J'ai fait, entre autres, scandale Souyaï. Avant même que j'ai lancé le livre, il était disponible à la présidence de la République à l'époque. Et c'est normal, l'État fonctionne. Oui, absolument. Et puis, on a envisagé de l'interdire. Quelqu'un leur a dit, quand on interdit, ça fait plus de bruit. Et ils ont dit, ben alors on va le mettre en prison. Et là encore, quelqu'un a dit, oui, mais voyons le contenu et au besoin, on lui fait un procès. Mais moi, dans Scandale Souyaï, j'avais une 50aine de pages annexes qui étaient autant de preuves de mes allégations. Et à l'arrivée, je n'ai pas vu une seule citation directe tomber sur ma table m'invitant au tribunal pour répondre de ce que j'ai fait. Donc, si on est journaliste, on est professionnel, on peut être critique, et c'est comme ça qu'on apporte sa contribution à la construction de la cité. Mais de là basculer dans la calomnie, et d'ailleurs, ce qui plaît dans ma faveur, lorsque vos confrères m'ont interrogé il y a 2 ans, me semble-t-il, sur le phénomène Oumvi, j'avais déjà dit à peu près ceci, il y a 2 ans, oui, que j'avais de l'admiration pour sa plume, que je l'applaudirais des pieds et des mains, si sa plume ne trempait dans l'encre de la calomnie et de la médisance. Je disais ça il y a 2 ans. Vous l'avez dit, c'est vrai. Et nous y voilà. Donc, à chacun d'assumer ses responsabilités. J'espère que M. Amoussou n'est pas le frère Oumvi et que si ça n'est pas lui, ben le frère Oumvi, un jour ou l'autre, il devra quand même répondre de tout ce qu'il a pu créer de tort aux uns et aux autres et de ce qu'il a pu créer de tort à notre pays aussi. Alors, ça nous permet de glisser rapidement, si vous le permettez, Monsieur Rongwedi, sur nos rapports avec les voisins, parce que cette affaire-là, pour certains, créerait du tort entre le Bénin et le Togo, après l'épisode qu'on a connu entre le Bénin et le Niger. Le Bénin et le Togo sont 2 pays frères, 2 pays amis. À l'heure où moi je vous parle, je n'ai pas noté d'ombre dans le ciel des relations entre le Bénin et le Togo. Et si des difficultés apparaissent dans les relations entre 2 pays, comme cela peut arriver à tout moment, les relations internationales sont faites pour ça. Les dirigeants se parlent et donc n'ayez aucune inquiétude sur la qualité de nos relations avec le Togo et avec nos voisins en général, malgré ce que nous avons connu avec nos frères du Niger et qui n'aurait jamais dû être. Mais je crois que nous sommes en train d'en sortir tout doucement. Moi, je peux vous rassurer que le Bénin est un partenaire fiable de tous ses voisins comme de ses partenaires au plan de la communauté internationale. Eh bien, le Bénin, justement, candidat au poste de président de la BAD, quelles sont les chances de notre candidat? Je veux parler de Romuald Wardari. Bien, si nous sommes candidats et candidats jusqu'au bout, je considère que c'est parce que nous avons de bonnes chances d'y arriver. Il y a d'autres pays qui ont fait état de leur candidature. Le processus va se dérouler. Il est encore un peu loin, le temps où les vrais débats vont se faire. Ça veut dire qu'on n'est pas encore accepté candidat? Non, on a déposé, puisque un de nos compatriotes a fait acte de candidature et nous l'avons tous appris. Après, les États se parlent en fonction des enjeux,
des challenges, les États se parlent. Vous ne savez pas qui demain va dire, bon, moi je veux rallier la candidature du Bénin, ou si au regard de l'évolution du dossier, c'est peut-être le Bénin qui, pour obtenir ci ou ça, va dire, bon, nous stratégiquement, on peut retirer notre candidature et on va plutôt aller avec tel autre. C'est pour ça que je vous dis que si nous sommes candidats jusqu'en mai 2025, cela voudra dire que nous avons tâté le terrain et que nous considérons que nous avons de bonnes chances de l'emporter. Alors, Monsieur le Président Mbodi, c'est vrai qu'on n'a que 52 minutes pour aborder un certain nombre de sujets. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais les Béninois ont vu, il y a quelques heures, le président Nicéphore Dieudonné Soglo à la zone économique. On a vu que vous avez largement relayé cette sortie du président Soglo. Apparemment, ça vous a fait plaisir de le voir là-bas. Pas que plaisir. Je crois que c'est justice ce qu'il a dit. Et vous ne nous en voudrez pas. Mais dès que ça vous arrange, vous reprenez ça comme justice. J'ai lu notre ami Komla Hugues Sossoupé dans une de ses rengaines dire que quand le président Soglo dit quelque chose de favorable, nous sommes prompts à faire mousser, mais quand c'est pas agréable, on n'en parle pas. Il a raison, non? Il a raison, mais c'est notre boulot. C'est notre boulot. Moi, je ne suis pas là pour vendre les critiques ou les calomnies qu'on fait contre le président Talon ou contre ses régimes. Mais mon devoir, c'est de promouvoir ce qui est bien fait et ce qui se dit de bien sur nous. Et venant du président Soglo, vous l'admettrez bien, c'est plus qu'une reconnaissance, et je dirais que c'est une bénédiction. Parce que le président Soglo, pour ce qu'il représente dans ce pays, pour les ambitions qu'il a porté pour notre pays et dans la mise en œuvre desquelles il a été freiné subitement, je dirais, pour faire comme les scientifiques, bloqué en métaphase 2, oui. Qu'ils viennent à voir qu'une dynamique est insufflée au pays, que nous avons des réalisations majeures et qu'ils s'en félicitent. Je crois que chacun de nous devrait également s'en féliciter et considérer que si le président Soglo lui-même, dont on connaît par ailleurs l'approche critique vis-à-vis du président Talon, quand il veut être critique. Donc je crois que c'est tout bénef pour nous, pour notre pays, que quelqu'un comme lui reconnaisse que ce qu'il se passe à Glodjibé, c'est inédit et que cela en rajoute à la valeur ajoutée que notre pays donne de lui-même au monde, mais ce que cela génère pour notre économie, parce que les plus de 12 000 jeunes béninois qui travaillent aujourd'hui dans Glodjibé n'y seraient pas si on n'avait pas fait ça. Les gens peuvent spéculer parce que j'ai lu un certain nombre de choses et ils ne sont pas payés, ils sont exploités, ils sont sous-payés. Les gens qui sont là, ils ont pour le moment le traitement que leurs contrats différents ont prévu. Je crois qu'aucun ne s'est plaint de ne pas avoir ce que son employeur a prévu ou promis de lui payer. Aucun. Donc déjà, on a sorti au moins 12 000 jeunes de l'oisiveté, de la précarité. On va travailler, et c'est ça notre vocation, à ce que cela s'améliore au fil du temps. Demain, quand ils seront 30 000, 100 000, 300 000, on voudrait, et que par ici, puisque nous sommes à Glodjibé, chez vous, monsieur Abalo, quand il y aura comme une nouvelle ville, parce que vous imaginez bien que autant de dizaines de milliers de travailleurs, ça fait une petite ville. Et vous allez voir que c'est un écosystème, c'est une économie nouvelle qui se crée, c'est une dynamique qui est lancée. Donc nous allons continuer à faire en sorte que ça s'améliore et qu'il y ait aussi de plus en plus de jeunes qui trouvent à faire dans Glodjibé. Donc pour cela, nous avons besoin d'attirer de plus en plus d'investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, parce que l'espace est disponible afin que de nouvelles industries, de nouvelles unités s'installent. Une fois que c'est au Bénin, soyez sûrs, ils ne vont pas importer les travailleurs. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos enfants qui vont trouver à faire. Mais à quand le tour de Boniaï sur le site? Je crois que c'est une belle question que vous lui posez en direct là. Il vous répondra. Vous l'avez invité? Je ne sache pas que le président Soglo a été invité à faire ça. Moi, j'ai pu inviter, je vous le dis, les personnes que je pouvais inviter. Mais je n'ai pas le pouvoir d'inviter le président Boniaï à faire un tour à Glodjibé. Je pense qu'il peut décider et il parcourt le pays, il voit la dynamique qu'il y a dans le pays
s'il arrive à Glodjigbe demain, je suis convaincu que l'équipe va le recevoir comme elle a reçu le président Soglo. À quand la multiplication de cette initiative dans les autres départements? Parce que certains se plaignent, ils disent on va capter les richesses d'autres communes pour venir les centraliser à Glodjigbe, développer une zone au détriment d'autres zones. Est-ce que le gouvernement pense multiplier ce type d'initiative? Moi, je comprends que l'on soit chauvin, que l'on veuille que sa commune, son département ait ci, ça, et que tout se passe chez soi parce que chacun voudrait voir à midi à sa porte. C'est normal. Mais après, nous sommes dans une dynamique globale de construction d'une nation. Et ceux qui disent ça, M. Abalo, vous êtes bien placé pour leur dire que ce n'est pas juste de raisonner ainsi. Parce qu'au jeu entre la main qui porte le repas à la bouche, entre la bouche qui mâche, l'estomac qui reçoit, l'orifice anal qui permet d'évacuer pour tenir, si on cherche à savoir qui est le plus important, on ne s'en sortirait pas. Chacun apporte sa contribution, d'une manière ou d'une autre. Et les autres sans l'un sans les autres, est pratiquement paralysé. Donc, nos régions se complètent. Est-ce qu'il n'y a pas des produits qui partent d'ici, qui vont là-bas? Rien que le port de Cotonou, les importations de marchandises diverses qui passent par le port pour monter, pour aller vers là-bas, c'est également une contribution. Mais demain, et c'est ça l'intérêt de la question, quand le président Talon a annoncé ça, lui-même a dit, très peu y croyaient, y compris dans sa famille politique, parce que les gens trouvaient que c'était une ambition trop grande. Est-ce qu'il aurait le temps de faire ça? Est-ce que ça va vraiment prendre? Et aujourd'hui, chacun voit qu'il fallait oser en rêver, il fallait oser y penser. Et maintenant que nous avons vu que ça marche et que nous en voyons les effets bénéfiques pour notre économie, pour notre jeunesse, la perspective, effectivement, sera, dans la mesure du possible, ce qu'on peut faire ailleurs, de le faire ailleurs. Même s'il faut penser le tout global pour que l'écoulement des produits se fasse. Mais oui, aujourd'hui, on peut être dans la logique de dire, si dans 2 ans, on va faire un autre de cette nature, pas forcément dans la même envergure, pourquoi on n'irait pas faire d'abord à Parakou, pourquoi on n'irait pas à Natitengu, pourquoi ensuite on ne ferait pas dans les collines. Mais en attendant, il y a par endroits de petites usines qui ont commencé aussi à s'installer pour traiter les matières premières disponibles dans ces communes-là. Donc, on peut être heureux de constater que cette logique d'industrialisation, elle séduit, elle plaît, et c'est pour ça que les uns et les autres rêvent qu'elle se déplace vers eux. Et je suis convaincu que dans quelques années, ce sera le cas. D'accord. Monsieur Mbodi, vous avez repris les activités, donc c'est la rentrée. Est-ce qu'il y a des perspectives? Est-ce qu'il y a des chantiers importants sur lesquels le gouvernement va aller très rapidement? Mais vous avez vu vous-même que pour le premier conseil, nous sommes allés sur un dossier qui est attendu depuis, et je suis convaincu que personne ne se disait qu'à la reprise, c'est ça qui allait passer. Et donc, tous les dossiers font l'objet de la même attention. Dès qu'ils arrivent à maturité, l'opinion en sera informée, les décisions qui doivent être prises le seront, et puis chacun constatera, comme on constate, que notre pays est en mouvement, salué de partout. Moi, je peux vous le dire, sans faire de la surenchère, quand on entend les témoignages de nos compatriotes qui observent, de ceux qui sont à l'étranger qui viennent, des étrangers qui viennent ou des étrangers qui entendent parler du Bénin ou parce qu'ils ont vu sur les réseaux, quand on entend les témoignages, on peut, toute modestie gardée, être fier de ce que collectivement le Bénin est en train de faire pour se révéler au monde, pour changer la perception que les gens ont de lui et pour donner davantage de motifs à ses filles et à ses fils d'être fiers de leur pays et de contribuer davantage à son développement, à son émergence. Est-ce que ce sera votre conclusion? Je crois que pour un tel débat, un tel plateau, cela peut tenir lieu de conclusion, M. Abalo. Merci beaucoup, M. Wilfried Liang-Gbodji. Merci, M. Wilfried Liang-Gbodji. Merci, donc, Laurent Boyalou. Ce sera tout à mes téléspectateurs pour ce rendez-vous décryptage, le tout premier après le retour des congés du gouvernement. Merci d'être passé, à mes téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À très vite.